Vous êtes sur la panafricaine, Medi 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui peut concourir à l'évolution sur le plan intellectuel de cette jeunesse qui représente évidemment l'avenir de notre magnifique continent. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie, elle, on fera un petit focus sur ce monde, l'évolution de ce monde d'aujourd'hui entre une jeunesse absente des combats liés à l'évolution de leur continent, l'Afrique, l'évolution de la technologie avec l'intelligence artificielle ou encore des séismes un peu partout. Est-ce que ce monde vous fait un petit peu peur? Les éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons faire une petite immersion dans la culture, dans la tradition, faire le lien avec la désobéissance. Quel risque chez les jeunes? On en parle en fin d'émission. Donc mes invités, ils sont là sur ce plateau de Génération News, des habitués évidemment, toujours un plaisir de vous recevoir. Il s'agit de Erwan. Erwan, tu es étudiant en comptabilité, gestion et finance. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, ça me fait toujours plaisir de venir sur ce plateau. Plaisir partagé, on l'espère également pour Exaucé, étudiant en réseau, en informatique. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est toujours avec un grand plaisir de participer à cette émission. On continue la phase de présentation avec Morel. Vous êtes entrepreneur, toujours un réel plaisir de vous recevoir sur Génération News. Le plaisir est pour moi, Régis. Et on va terminer par la seule femme sur ce plateau Génération News, Alimatou, étudiante en journalisme et communication. Un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Le plaisir est partagé, Régis. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le monde d'aujourd'hui vous fait-il un petit peu peur ou peur tout simplement? Morel, je démarre avec toi évidemment. Ce monde, avec cette évolution, tout ce que tu observes aujourd'hui, est-ce que ce monde te fait un peu peur? Le monde d'aujourd'hui, il fait peur, Régis. Mais avant de répondre à ta question, il faudrait rappeler c'est quoi la peur. D'accord. La peur, on nous dit que c'est une émotion ou un sentiment que l'on ressent à la crainte d'une menace ou d'un danger. Alors, nous demander si le monde d'aujourd'hui nous fait peur, c'est un peu comme si on nous demande est-ce que le monde d'aujourd'hui présente des dangers. Et cette question, on ne peut que y répondre par la positive. Alors oui, Régis, le monde d'aujourd'hui me fait peur. Il me fait peur encore lorsque j'essaye de l'analyser sous plusieurs aspects. D'accord. Lesquels? Je parle là de l'aspect scientifique, car oui, lorsqu'on parle du monde d'aujourd'hui, il faut faire une comparaison de ces dernières années à nos jours. Parce qu'il y a une évolution en temps et on nous demande d'apprécier comment se porte le monde à nos jours. Alors lorsqu'on regarde cette évolution-là sur le plan scientifique, certes les progrès ne sont pas à négliger, mais il y a un constat qui attire notre attention, c'est tout simplement les inconvénients et les dangers que présente ce progrès scientifique-là. Ouais. Je m'explique, je parle là tout simplement de la dépendance aux nouvelles technologies. L'addiction que l'on constate chez les jeunes n'est plus à démontrer. Ouais. Tout ce qui est réseaux sociaux, effectivement, aujourd'hui il y a TikTok qui rend un peu nos petits frères et petites sœurs, TokTok un petit peu. Exactement. Ouais, bon, on espère évidemment qu'effectivement derrière il y aura une prise de conscience. Exactement. Et cette dépendance aux réseaux sociaux là, ça les déconnecte un peu de la réalité. Je parle également des armes technologiques. Ouais. On parle du progrès scientifique, mais l'un des pires inconvénients du progrès scientifique, c'est les armes technologiques. Regardons comment un peu la science a évolué ces derniers temps dans le domaine militaire. Ouais. On va constater justement que les armements se sont améliorés. Mais à quelle fin? Aux fins de financer des guerres. Juste dans ce cadre-là, on peut se rappeler cette citation-là de Rabelais qui dit que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et il a tout à fait raison. Donc là encore, c'est un danger que présente l'avancée scientifique de ce monde. Il y a tellement d'exemples sur le point de vue scientifique. La médecine qui se fait aujourd'hui sans éthique. C'est-à-dire certains laboratoires se permettent de concevoir des vaccins juste par profit financier. Se permettent de concevoir, autant pour moi, des virus pour attaquer des populations entières juste par souci de produire des vaccins. En tout cas, on aura l'occasion justement de revenir. On va te laisser évidemment étaler tous ces points, le temps peut-être de donner un peu à chacun un temps de parole pour revenir sur la question. T'inquiète pas mon cher Morel, tu auras l'occasion tout au long de cette émission de étaler les deux autres points qui restent évidemment sur ta liste. Alimatou, à l'image un petit peu du tableau un peu sombre mais réaliste que vient de peindre notre ami Morel, est-ce que tu es un petit peu dans son sens où tu nages à contresens? Ce monde-là, il fait un petit peu peur ou il faut relativiser tout simplement? Eh bien, sur la toile que vient de peindre Morel, je pense que j'y rajouterai une couche. Parce que je suis réellement d'accord, je dirais même
je suis plus dans la positivité de cette réponse, vraiment, parce que le monde auquel nous sommes, comment dirais-je, confrontés aujourd'hui, eh bien, nous allons de problème en problème. Nous avons l'impression que ce changement dont on nous parle, de ces progrès dont on nous parle, sont plutôt une régression par rapport à l'humanité. Voyez-vous, il y a plusieurs points sur lesquels nous pourrons nous atteindre, comment dirais-je, nous pourrons nous appesantir. Voilà, nous appesantir. Mais ce sur quoi j'aimerais peut-être prendre un peu plus de temps, c'est sur l'humanité. J'ai l'impression que la progression scientifique ou bien la progression des hommes actuellement, c'est la régression de l'humanité et de l'homme en tant que tel. Donc oui, je suis totalement d'accord sur le fait que le monde d'aujourd'hui nous fasse peur. C'est le cas aujourd'hui, ce que tu viens de souligner, ma chère Alimatou, de l'intelligence artificielle. C'est vrai que Morel n'a pas eu le temps d'aborder ce point, mais je suppose que c'est dans évidemment les arguments que notre ami devait avancer. Quand on parle de l'intelligence artificielle, effectivement, tu parles de l'humain, de la régression, effectivement, parce que quand vous avez une intelligence artificielle qui fait tout à votre place, une intelligence artificielle aujourd'hui qui est capable de reproduire tout, de reproduire dans on va dire l'exactitude même de votre voix, de votre visage et tout le reste. Effectivement, demain, on est un petit peu appelé à avoir peur avec cette évolution. Exaucer le monde aujourd'hui, justement, sur le plan de l'humain, ça a été souligné, mais est-ce qu'il y a d'autres points qui vous font un petit peu peur, ou bien on relativise avec le monde d'aujourd'hui? Merci pour la parole. Alors, ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que Morel et Alimatou, ça tombe dans mon domaine. D'accord. L'informatique, aujourd'hui, ce qu'on propose est loin de la réalité. Pourquoi? Parce que on a tendance à se dire que voilà, la machine va venir prendre la place des humains. Aujourd'hui, et il y a des preuves, il y a, je ne sais pas c'est quel pays, où ce sont des robots qui sont à l'accueil, à l'aéroport, qui font des enregistrements pour vous. Du coup, l'homme n'a plus des efforts à fournir. Et même, l'un de vous là t'interrompre, au Japon, ça a déjà un petit peu débuté, parce qu'au Japon, dans les hôpitaux, ce sont des robots qui viennent, même dans des hôtels, ce sont des robots qui viennent vous servir. Et du coup, par rapport à ce qu'on peut voir, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, on a de quoi dire que ce monde nous fait peur, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe? Où est la place de l'homme dans tout ça? On ne sait pas, et donc vraiment c'est triste, et il y a de quoi se gratter le visage pour se dire qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que nous vivons dans ce monde ou nous vivons sur Mars, alors que nous sommes dans la planète Terre? Nous devons faire des choses telles qu'il se doit, mais malheureusement c'est triste. Et étant dans le domaine informatique, au lieu de créer des logiciels ou des choses qui devaient apporter plus pour l'éducation, par exemple, de nos jeunes frères ou jeunes sœurs, nous sommes en train de créer des robots, nous sommes en train de créer des applications pour détourner l'homme de sa place et de permettre aux robots de prendre la position. Et pour joindre ce qu'a dit Morel, certains pays comme les États-Unis ou la Russie aujourd'hui emploient, comment je peux dire, souligner, font recours à l'informatique et créent des machines, créent des robots pour détruire et non pour instruire. Et aujourd'hui, on peut rester ici, nous sommes dans ce plateau, faire quelque chose pour peut-être détruire Médina qui est une zone. On suffit d'envoyer un drone et voilà, en quelques secondes, c'est fini. Alors que c'était dans le sens de tester, mais à force de tester, l'homme a pris ça comme habitude et maintenant se passe pour un objet de destruction. Et c'est comme l'a souligné, l'adage, Rabelais, il a clairement dit, ça résume parfaitement. En tout cas, le domaine de l'évolution technologique, on l'a souligné, il y a vraiment des craintes, il y a des dangers, évidemment, sur cette évolution-là. Restons un petit peu sur la technologie, mais on va peut-être faire un détour sur le point qu'on a déjà souligné sur ce plateau. On parle des nouvelles technologies, on parle de réseaux sociaux. Vous voyez, par exemple, TikTok, on le sait tous, les algorithmes ne sont pas les mêmes. En Chine, on montre les algorithmes, ce sont des vidéos qui montrent, qui instruisent. C'est des vidéos qui montrent aux jeunes comment on fabrique un robot, comment on peut réparer une télévision. Mais en Afrique, il y a une autre façon, justement, on a l'impression que c'est beaucoup plus du divertissement qu'autre chose. Est-ce que l'absence de conscience de cette nouvelle génération-là aussi fait un petit peu peur? Qu'on a l'impression qu'on a une génération démissionnaire des enjeux liés à leur évolution ou à l'évolution même de leur continent, mon cher Exaucé. Est-ce que c'est un constat également, Erwan, un constat que tu as également souligné? Bon, effectivement,
on a déjà pris conscience que le monde évolue et le monde évolue avec la science. Et moi, je suis plutôt un peu restrictif sur le fait d'utiliser le mot peur. Parce que lorsque nous observons le monde et son évolution, donc on a souligné le fait d'évoluer avec que la science évolue, nous notons le fait que cette science nous devons noter le fait que cette science doit être utilisée à bon escient. Voilà. Et l'utilisation, par exemple, comme tu le disais, des réseaux sociaux en Chine et en Afrique est tellement différente. Alors, donc, toute chose, et le monde évolue dans un système d'adaptation. Il y a quelque chose, et nous devons noter aussi que le monde, même si ce n'est pas par la science, le monde ne cesse d'évoluer. Donc, il y a toujours cette évolution-là, et ce que nous devons faire, c'est de le prendre à bon escient. D'accord, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Mais est-ce que justement ce contraire-là ne fait pas un petit peu peur? Le fait qu'aujourd'hui, évidemment, quand on met en place quelque chose, c'est pour faire évoluer le monde. Mais si c'est mal utilisé, comme l'a souligné, on a parlé des drones, on a parlé de beaucoup de choses, mais si c'est mal utilisé, c'est à d'autres fins, est-ce que ça ne fait pas un petit peu peur? Bien sûr que ça, il faut avoir peur de cela, parce que justement, on se rend compte que ces technologies sont mal utilisées. Parce que le fait que ça évolue, ça pourrait apporter quelque chose de positif, mais au lieu de l'utiliser bien, on ne l'utilise pas bien. Et forcément, ça va apporter des conséquences négatives. Revenons un peu sur cette jeunesse-là. J'insiste là-dessus. Nous sommes tous jeunes, évidemment, sur ce plateau Génération News. Nous représentons l'avenir de demain. C'est ce qu'on dit d'ailleurs de la jeunesse, que c'est l'avenir de demain. Mais est-ce que toi, Erwan, vu l'évolution de ce monde-là, est-ce que tu as l'impression que cette jeunesse-là est vraiment impliquée dans des enjeux très importants pour l'évolution de leur continent, en l'occurrence l'Afrique, ou bien on a plutôt une génération démissionnaire? Est-ce que ça ne fait pas un petit peu peur Effectivement, Régis, ça fait un peu peur parce que nous nous rendons compte de jour en jour que la jeunesse, au lieu de se servir de cette science, la jeunesse se sert de cette science pour s'endormir au lieu de s'éveiller. Voilà, donc je pense qu'actuellement, l'observation que nous faisons, c'est que c'est une observation négative. On a une jeunesse un petit peu très latente sur des initiatives. Morel, évidemment, cette jeunesse-là, elle brille, mais pas dans le bon sens. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une transmission, si Alimatou, aujourd'hui, elle appelait maman, demain, elle doit transmettre, évidemment, cette connaissance qu'elle a eu acquérie tout au long de son évolution. Mais avec ce monde aujourd'hui où la technologie, on l'a souligné, où il y a une forme de désobéissance aussi, on perd nos valeurs quelque part. Les jeunes ne sont plus vraiment attachés à certaines valeurs. On a l'impression qu'évidemment cette jeunesse-là, à travers l'évolution de ce monde-là, plus le monde évolue, plus on perd un petit peu cette jeunesse-là. D'où l'inquiétude, mon cher Morel. Tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, le monde, on peut constater qu'il tend vers une certaine perdition sur plusieurs aspects. Et pour décrire ce que tu viens de dire tout de suite, c'est tout simplement sur l'aspect sociologique, sur l'aspect moral. Comme tu l'as si bien dit, Régis, il y a une perte de valeur que l'on constate chez la jeunesse. Et cela, c'est dû en principe à quoi? Ce n'est pas tant dû à un manque d'éducation, non. C'est dû à, je vais dire, un reconditionnement des esprits, un formatage des cerveaux. Parce qu'en fait, on est face à une multitude de médias, une multitude de contenus médiatiques qui, sans même que l'on se rende compte, changent notre conception et notre vision des choses. Et tout à l'heure, on en a parlé avant le début de l'émission, tu as parlé de certains contenus, malheureusement, qui changent notre vision des choses. Certains contenus pourtant opposés à nos traditions. Alors là, toujours dans cet aspect négatif-là, ou bien dans ce danger-là que représente l'évolution sociologique du monde-là, on voit là la désintégration du tissu traditionnel. C'est-à-dire, on perd peu à peu nos traditions. Et on va constater d'ailleurs tout à l'heure dans le second thème de l'édition, pourquoi est-ce qu'il y a une certaine désobéissance vis-à-vis des traditions là, de la société. Donc oui, c'est encore un des multiples points qui ne fait que illustrer la perdition vers laquelle on tend et le danger que représente cette évolution-là. D'où notre peur, justement. Oui, on parle effectivement, Alimatou, moi je vais revenir sur ce point que tu as abordé, le côté humain. On voit aujourd'hui un peu ce qui se passe, il y a des séismes partout sur
sur le continent, enfin dans le monde, hein, de façon générale. On a vu ce qui s'est passé au Maroc, on a vu ce qui s'est passé également en Turquie et dans beaucoup d'autres pays. On remarque aussi parfois une absence d'aide, une absence de solidarité. Est-ce que ça aussi, ça fait un peu peur, ce monde où avant c'était Morel qui partageait avec l'autre. Aujourd'hui, on a l'impression que ce que j'ai, je ne partage plus, je garde ça pour moi. Ces valeurs-là humaines disparaissent et ça aussi, ça fait un petit peu peur. Est-ce que vous avez également, toi, dans ce regard-là un petit peu, tu as eu également observé ça, cette perte des valeurs? Alors, j'aimerais déjà m'appesantir sur un point vraiment très essentiel par rapport à ce changement dont on parle déjà. Il s'agit d'un cocktail qui est vraiment un poison. C'est-à-dire le côté, la progression, on va dire entre guillemets, scientifique, l'avancement psychologique, c'est-à-dire l'évolution des mentalités, on va dire, cela crée un véritable cocktail explosif. Et cela ne vient de nulle part qu'autre que de la mondialisation, si je peux généraliser comme ça. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on parle de village planétaire. C'est-à-dire que ceux qui sont en Chine, ils savent ce qui se passe en Afrique. Ceux qui sont en Afrique, ils savent ce qui se passe en Europe. On échange. En moins de 5 minutes, je peux échanger avec une personne qui est à des kilomètres et des kilomètres de moi. Ouais. On sait ce qui se passe, on échange, on discute et on partage des valeurs. Malheureusement, certaines valeurs ne sont pas adaptées à la jeunesse d'autres pays. Aujourd'hui, on ne peut pas être totalement d'accord par rapport aux valeurs occidentales, par exemple, en Afrique. Donc, si on essaie d'adapter ça à notre personne, à nos cultures, eh bien, ça risque d'éteindre sur notre personne, sur notre personnalité. C'est un problème majeur. Et ce qui nous fait peur réellement, c'est la psychologie des enfants aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'antan. Malheureusement, nous avons l'impression que même si nous parlons de changement, si nous parlons d'évolution, hier, nous avions moins peur. Nos parents ou bien nos grands-parents avaient moins peur quand ils entendaient leurs enfants dire qu'ils vont sortir, qu'ils vont faire ceci, cela. Ils n'avaient pas réellement d'inquiétude. Mais aujourd'hui, si je demande à mon père ou bien à ma mère la permission pour aller faire ceci, cela, il a toujours des inquiétudes derrière la tête. Et c'est justifié, c'est normal. Oui, parce que ce monde aujourd'hui est devenu un peu agressif. Effectivement, les parents sont méfiants et c'est tout à fait normal. Tout le monde est méfiant. Et ce qu'il en est de l'humanité aussi, cette remarque que nous voyons tous les jours de ce manque d'entraide qu'il y avait avant, ce partage, cette hospitalité légendaire dans le monde entier, tend à disparaître. Et c'est vraiment frustrant, c'est vraiment triste, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, au lieu de venir en aide à une personne, nous préférons sortir notre smartphone, exposer la personne, au lieu de lui venir directement en aide sans que personne ne soit témoin. Mais nous ne le faisons pas. Et ce qui est triste, c'est que c'est partout. Moi, j'ai assisté à une scène dans une clinique où il y a un enfant, il devait avoir 5 ans, qui s'est foulé, qui a une blessure au niveau de la jambe. Et elle était affreuse, en tout cas, la blessure. Et le jeune, il arrive à l'hôpital. L'infirmière, au lieu de prendre soin du petit, elle a d'abord filmé la plaie, la scène. Et moi, je trouvais ça un petit peu, excusez-moi du terme, aberrant. Je me suis dit, mais où va le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, on est tellement guidé par cette technologie-là qu'on oublie qu'on est d'abord humain et que la priorité, c'est d'abord de soigner un enfant, pas de filmer et d'avoir cette exclusivité-là qu'on veut toujours avoir, de publier sur les réseaux sociaux des infos et tout ça. Effectivement, ma chère, ce monde fait peur avec ces inquiétudes-là. Effectivement, exaucer ce que Alimatou vient de dire, c'est très important. Parce qu'avant, effectivement, nos parents n'avaient pas peur de leur monde. Tout allait bien, il n'y avait pas de soucis, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne vivent plus, en fait. On a l'impression que les gens survivent. C'est-à-dire qu'ils sont tellement oppressés par beaucoup de choses. On parle de l'économie aujourd'hui, on parle du capitalisme, mais le capitalisme aujourd'hui, il nous oppresse un petit peu. On a l'impression qu'en fait, on oublie tellement de vivre parce qu'on est un peu, on va dire, pourchassé par beaucoup de choses, le problème de la maison, les problèmes au boulot et certaines choses. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que ce monde est en train de nous pousser, mais vraiment à l'extrême. Et ça fait un petit peu peur aujourd'hui, mon cher
cher. Comment toi, tu arrives à gérer un petit peu la pression de ce monde-là, mon cher Exaucé? Deux fois aujourd'hui, on parle d'une pression sociale, il y a également la pression mentale, évidemment, parce que toi, tu es un homme. Aujourd'hui, on va te rappeler que Exaucé, oui, tu vas te marier quand, tu vas avoir des enfants quand, tu commences à travailler quand. Attention, papa commence à vieillir, il faut commencer à travailler pour apporter un petit peu de quoi subvenir aux besoins de la famille. Est-ce que cette pression sociale-là, comment tu gères ça avec ce monde d'aujourd'hui? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile à vrai dire parce que avec ce que nous vivons, avec ce que nous voyons autour de nous, on ne peut pas se mentir, il y a la pression. La pression de rattraper le temps. Exactement. Pourquoi? Parce que on se dit, le monde d'aujourd'hui tend vers sa fin. Et si je dois disparaître un jour, qu'est-ce que je pourrais laisser comme héritage que l'on pourra se souvenir de moi? Et comme tu as su le souligner, les parents font la pression. Tu vas te marier quand? Tu vas travailler quand? Et surtout moi qui a une mère qui me dit, voilà, tu fais que grandir, mais à quel moment tu vas prendre soin de moi? Et quand tu écoutes ça, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Tu te poses multiples questions, qu'est-ce que tu dois faire? Parce qu'il n'y a pas que toi seul qui compte, il y a elle qui compte, il y a des sœurs, il y a des frères et tout. Et lorsqu'on voit aussi ta position, tu n'es qu'un étudiant, mais tu dis, est-ce que je dois continuer à étudier? Ou je dois laisser... Je dois laisser pour aller chercher un travail. Mais si je m'arrête là pour aller chercher un travail, est-ce que c'est la bonne solution? Tu as tout ça dans ta tête. Et par rapport à ce qu'on vit, surtout en Afrique, au pays où nous sommes, beaucoup se lancent des défis inutiles. On voit les jeunes qui préfèrent immigrer pour peut-être prétendre aller chercher quelque chose ailleurs. Oui, parce qu'ils ont toujours, en tout cas en Afrique, la jeunesse a toujours cette idée que l'Europe, c'est le paradis. Et l'Afrique, c'est l'enfer. Et des fois, c'est à contre-cœur et à contre-idée que tu te décides un matin de quitter la maison familiale pour aller peut-être dans les eaux. Ici au Sénégal, on voit, il y a la plage de Ouakam pour aller. Et on prétend que là-bas, c'est le bonheur, alors que c'est le contraire. Mais la pression, elle est là. Surtout que dans notre zone, dans notre continent, en Afrique, la pression est là. Je te dis que moi, je suis en retard. Régis, il travaille bien, il fait des voyages et tout et autres. Donc du coup, moi, apparemment, je suis maudit en quelque sorte. Et je suis venu accompagner. Il y a une remise en cause, mais pas dans le bon sens. Dans le bon sens. Et c'est d'ailleurs toutes ces choses-là qui conduisent à la dépression. Il y a beaucoup qui versent dans la dépression. Je vais te laisser terminer dans quelques minutes, mon cher Exaucé. Erwan, est-ce qu'au vu de ce que Exaucé vient de dire justement, cette pression sociale qu'on arrive à subir avec ce monde d'aujourd'hui, est-ce que les nouvelles technologies, on revient un petit peu là-dessus, est-ce que ça aussi, ça vient renforcer un petit peu cette peur-là, cette pression sociale-là, ce discours mental on nous impose un peu, oui, parce que c'est le terme, on nous impose un peu tout le temps, les comparaisons, le paraître. Est-ce que ça aussi, parce que effectivement, moi, quand je voyage, je filme des trucs, je montre que je suis en train de voyager, et ça, on voit ça beaucoup. Les pseudo-influenceurs sont dans, évidemment, ce procédé-là. On voit la belle vie des autres, on se dit, ah tiens, si moi je n'ai pas atteint ce niveau-là, ce que j'ai entre guillemets un petit peu raté ma vie. Est-ce que le monde d'aujourd'hui, à l'image de ce que vient de dire Exaucé, ça nous emmène un petit peu à faire des mauvais choix parfois, et quelque part ça fait un petit peu peur? Bien sûr, ça fait peur, Régis. Ça fait peur parce qu'on a tout le temps envie de faire comme les autres. Déjà, comme disait Exaucé, il y a la pression sociale qui est déjà là. Il y a la famille, les défis personnels et les défis familiaux, tout ça, ça cause une pression. Et après ça, nous avons aussi certaines pressions extérieures, comme que les réseaux sociaux, par exemple, nous apportent. Souvent, les gens ont envie de faire comme les autres, mais vous ne savez pas comment la personne a fait pour arriver. Non, parce que l'autre expose ses nouvelles chaussures et voilà. Justement, à cause de ces réseaux sociaux, les gens extériorisent des choses aux autres qui ne peuvent pas obtenir de la même manière. Et ça aussi, ça cause en quelque sorte une pression. On veut faire comme les autres. On ne sait pas comment l'autre a fait pour avoir ce qu'il a. Donc ça aussi, c'est une pression. Si on n'essaie pas de garder le cap, comme on dit, c'est une pression
très présente que les gens ont souvent. Alimatou, on arrive au terme de cette première partie d'émission, ça allait très vite, il y a tellement de choses à dire sur ce monde qui fait un petit peu peur. Comment gérer ça justement? Comment gérer cette inquiétude-là avec ce nouveau monde? Comment s'adapter? Comment faire pour justement essayer d'être à jour, j'ai envie de dire, avec ce monde qui nous inquiète? Les séismes partout, des guerres, des milliers de morts un peu partout. Cette peur-là, à chaque fois qu'on regarde des médias, on a un petit peu peur. Comment gérer ça aujourd'hui? Eh bien, je pense que je me munirai de deux mots. D'accord. Que sont la tolérance et la foi. Pourquoi la tolérance? Parce que si nous avons la tolérance entre, par exemple, moi, je suis tolérante par rapport aux faits et gestes de l'autre, Oui. j'arriverai à espacer en fait mon espace de vie. Je ne me sentirai plus... En fait, ce qui nous cause la peur un peu, c'est le fait de nous sentir oppressés, comme tu l'as tantôt souligné. Ouais. Et quand je ne suis pas ouverte d'esprit, quand je ne suis pas ouverte aux autres, je me sens, comment dirais-je, compressée un peu. Donc, peut-être qu'il faudrait un peu s'ouvrir aux autres, montrer aux autres qu'on peut échanger tout en restant dans le respect. Cela peut nous aider à communiquer sans pour autant que l'autre ne vienne à déteindre sur nous d'une manière négative. Ouais. L'autre peut nous apporter en bien, on peut lui apporter en bien et cela peut se faire en tout respect et en toute indulgence. Évidemment, le point important, c'est la foi. Toujours croire et effectivement pour que les choses avancent. On va justement marquer une courte pause, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler de la désobéissance, mais surtout en lien avec nos traditions. Alimatou, je me tourne vers toi. On parle de la tradition. Avant d'entrer en profondeur, justement, quand on parle de tradition, on parle de coutume et rites, et il y en a tellement aujourd'hui sur notre magnifique continent. Ce sont un petit peu des codes qui ont réussi à régir un petit peu le fonctionnement de nos sociétés jadis. Évidemment, cette tradition-là, comment ça se passe au Sénégal en termes de tradition, en lien avec la désobéissance? Comment la tradition arrive aujourd'hui un petit peu à impacter dans l'éducation de la jeune sénégalaise ou du jeune sénégalais? Alors, déjà, j'aimerais souligner quelque chose sur le mot tradition. Déjà, je dirais que la tradition, ou bien les traditions ici au Sénégal, ce sont des ensembles de valeurs, de principes et de cheminements qui font notre identité, qui font un repère pour l'enfant, pour le jeune en fait qui vient de naître dans cette tradition ou bien dans cette culture tout bonnement. Ouais. Alors, par rapport à la désobéissance, si aujourd'hui un enfant se permet d'être désobéissant par rapport à cette tradition, par rapport à ses cultures, il perd de son identité. Il perd une portion ou bien une grande partie, même je dirais, de cette carte d'identité culturelle ou traditionnelle qu'il doit porter. Parce que si aujourd'hui on perd de cette tradition-là, comme le disait jadis Senghor, il nous faut d'abord être, comment dirais-je, enraciné avant d'être ouvert, avant d'avoir une ouverture au monde. Exactement. Si nous n'avons pas l'ouverture, si nous n'avons pas cet enracinement, eh bien nous serons balayés tout simplement comme une feuille, balayés par le craie du vent. Nous ne saurons pas qui nous sommes et malheureusement nous courons vers ce mauvais destin, j'ai l'impression. Oh, bravo, merci. Merci en tout cas Alimatou, on s'est laissé, on était tous emportés dans ton argumentaire. Mais effectivement, c'est l'ouverture au monde, Morel, c'est là un petit peu l'inquiétude parce que on parlait déjà dans la première partie d'émission avec l'évolution de la technologie en lien avec cette jeunesse-là. Mais quand on parle aujourd'hui de la tradition, et la tradition, ça va plus loin, même dans la façon de manger, par exemple, au Sénégal, bon, on mange tous autour d'un bol et tout ça, mais attention, même quand on est autour du bol, c'est pas le plus petit qui commence à se servir avant l'aîné. Est-ce que tout ça, même cette forme de tradition-là, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, l'ouverture du monde, est-ce que cette ouverture-là a justement balayé un petit peu cette valeur liée à la tradition chez les jeunes et surtout, est-ce que ça a aussi mis en lumière cette forme de désobéissance?
Tout à fait, Régis, parce que comme l'a si bien dit Alimatou tout à l'heure, la tradition, c'est quoi? C'est un ensemble d'us, coutumes et de pratiques. Et comme tu l'as si bien fait constater, le fait que l'on se mette tous ensemble autour d'un repas, autour d'une même assiette, et que ce soit l'aîné, par exemple, qui est la première bouchée, c'est une tradition solennelle que l'on doit conserver. Mais malheureusement, ce que l'on observe, c'est quoi? C'est que on essaye tant bien que mal on essaye trop d'imiter ce que l'on voit en Occident. Ouais. Et c'est ce phénomène d'imitation-là qui nous amène à remettre en question nos traditions, qui nous amène à nous questionner, mais tiens, moi je vois dans cette série que j'aime bien, que tout le monde aime bien, que chaque personne mange dans une assiette individuelle. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Donc, j'ai la liberté de manger comme je veux, de la manière que je veux, alors que lorsque on a une assiette commune, je ne peux pas faire certains gestes. Alors le jeune ou l'enfant, dès lors qu'il constate ça, il se dit, mais tiens, si j'ai la possibilité de manger tout seul, pourquoi est-ce que je vais continuer à manger en groupe? Oui, et même là, l'on vouloir t'interrompre parce que c'est pertinent ce que tu dis, Morel. Et même là, c'est pas simplement le fait de se retrouver autour d'un bol, mais lorsqu'on se retrouve autour d'un bol, il y a beaucoup de choses. On parle de nos problèmes. Alimatou va nous parler de sa journée. On va parler de nos problèmes. On va trouver des solutions. En fait, c'est pas simplement un bol, mais comme on dit, on va manger avec la même. On va partager avec le cœur et on va évoluer effectivement. Exactement, c'est une sorte de rencontre familiale, d'une réunion. On va mettre sur la table et des choses qui ne vendent pas, effectivement. Donc oui, je suis d'accord avec toi sur ce point, mon cher Morel. Donc c'est en fait encore un moyen de partager de plus ample là comment a été la journée ici. Exactement. On peut le dire ainsi. Voilà. D'où l'importance même de manger ensemble et de communier ensemble parce que c'est une communion ce repas-là. Et dès lors qu'on observe justement cette importance-là ou bien cette mauvaise influence-là des médias, parce que c'est surtout ça, du contenu que l'on voit sur des télés, sur les réseaux sociaux. Sur des télés, sur les réseaux sociaux, quand on observe cette mauvaise influence-là, ça va inciter les jeunes à chercher à avoir une autre identité. Et je vais terminer en disant ceci, pour étayer sa thèse selon laquelle la tradition est notre identité, qu'un homme sans tradition est comme un zèbre sans rayures. On comprend tout de suite qu'un zèbre sans rayures n'est plus un zèbre. Donc, ce proverbe-là vient nous rappeler tout simplement que lorsqu'un homme perd sa tradition, il perd son identité. Alors, une fois de plus là, essayons justement de nous focaliser sur ce caractère sacré-là de la tradition afin de sensibiliser une fois de plus nos plus jeunes à la respecter. En parlant de sensibilisation, merci également Morel pour ton argumentaire. En parlant de sensibilisation, Erwan, est-ce que quelque part il y a eu ce procédé de legs aussi, la responsabilité parentale, parce qu'effectivement on a l'impression qu'on a une jeunesse qui évolue certes, mais qui n'évolue pas avec les bonnes bases liées à la tradition. Est-ce que il y a eu ce leg là de la part des parents? Bon, merci Régis de m'avoir donné la parole. Bon, jadis. Comme on sait tous, la tradition se perpétue de père en fils ou de mère en fille, de façon orale. Et lorsque nous observons notre jeunesse aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un manque, déjà sur le point de vue de la langue. Exactement. Les jeunes aujourd'hui parlent de moins en moins leur langue vernaculaire. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a un abandon de la transmission ? D'où la responsabilité des parents. C'est une question qu'il faut se poser. Donc, effectivement, il y a cet abandon des parents à perpétuer la tradition. Vous allez remarquer dans certaines familles où les parents ne parlent même plus la langue vernaculaire à leurs enfants. On est beaucoup plus avec le français et très peu du poulard, du djola, du téké. Et ça c'est un manque aussi, c'est cet abandon venant des parents. C'est un manque très important parce que ça participe quelque part à déraciner ce jeune-là de sa tradition. Moi, personnellement, je parle ma langue vernaculaire, mais je ne l'ai pas totalement appris de ma mère. Je l'ai appris de ma grand-mère. C'est en m'approchant de ma grand-mère que j'ai appris ma langue vernaculaire. Donc il y a quelque part cette démission, cette démission parentale. Par rapport à cela. Et comment tu gères justement ça, exaucer? On parle de la tradition et la désobéissance. Est-ce que c'est quelque chose dans ton pays d'origine, par exemple la République du Congo? Est-ce que c'est quelque chose de très important toujours? Est-ce que même lorsque tu t'éloignes un petit peu, tu t'égares un peu, est-ce que ton grand frère, ta grande sœur a tendance à te ramener un petit peu à l'ordre en faisant recours justement aux valeurs traditionnelles? Oui, effectivement, c'est pas parce que je suis ici à l'étranger que lorsque je discute avec mes aînés
qui ne me rappellent pas certaines choses. Et ils le disent souvent, bon, je vais le faire en français. N'oublie pas d'où l'on vient. Ouais. Donc, mais tu peux le dire aussi dans ta langue vernaculaire. Tu rejoins justement. Sinon, tu valides la thèse selon laquelle beaucoup de jeunes ne parlent pas leur langue vernaculaire. Alors, je vais le en dire. En Lingala, c'est ça? Non, en Kitouba. En Kitouba, la ville natale là où je suis. Mes aînés ont dit de dire que non, vous m'avez côté Nimekatuka. Donc cela veut dire que n'oublie pas d'où tu viens. Ouais. Pourquoi? Parce que on se dit que c'est pas parce que tu es à l'étranger et que tu as un niveau élevé des études que tu vas vouloir manquer le respect que ce soit. Ça n'a pas d'importance parce que peu importe tes diplômes, peu importe ta taille, peu importe l'âge ou l'expérience que tu as à l'étranger, tu restes pour nous. Le petit frère, tu restes pour nous, maman. Le fils, tu restes pour les oncles, le neveu. Donc du coup, ça ne te donne pas aujourd'hui la route ou l'aspect de dire n'importe quoi. Parce que si ce mot, si tu fais le contraire de ça, il y a des conséquences. Ouais. Donc c'est ça que ça veut dire en langue de chez nous. Donc du coup, peu importe ce que tu es, papa, maman, vous m'avez côté donc du coup, marche avec aisance, mais pense à ton passé, pense à la maison où tu es sorti. Donc vraiment, et quand je vois aujourd'hui ce que fait mon frère, toi qui étais là-bas, je suis vraiment dépassé. Ça me fait mal de voir qu'aucune a pris l'exemple de ça parce qu'aujourd'hui notre pays est vraiment à la rue. La jeunesse congolaise est vraiment à la rue, à l'affût, et on pointe le doigt au gouvernement alors que ce n'est pas le gouvernement qui met au monde les enfants. Ouais. Ce n'est pas le gouvernement qui enseigne, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement donne un programme, même si ça date des années 1965 et tout autre, mais une partie, les parents, et une partie, toi la jeunesse. Exactement. Aussi. Parce que si aujourd'hui tu veux être libre de t'exprimer, tu es libre aussi d'apprendre. Si tu ne veux pas apprendre, comment vas-tu t'orienter? Et si tu as des difficultés, approche-toi auprès des plus grands qui ont vécu avant toi. Mais c'est ça qui fait la différence entre nous qui partaient vers les grands pour essayer de savoir comment les choses se passaient avec les générations. Ouais, ce qui est même intéressant, c'est tout à l'heure, Erwan parlait de sa grand-mère qui a joué un rôle très important dans l'apprentissage de sa grand-mère. Ouais. Mais nous, aujourd'hui, bon, ceux qui viennent après nous ont des épaules hautes. Et il ne veut pas peut-être se rabaisser, voulant dire que voilà, bon. Non, mais c'est surtout qu'on a criminalisé, entre guillemets, le village aujourd'hui. C'est-à-dire, le fait d'aller au village, c'est perçu comme un crime pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Or, Amadou Ampateba disait que lorsqu'un vieillard meurt... Diaboliser ça aussi. Voilà. Exactement. Donc, le vieillard, c'est lui-là qui est le détenteur d'une certaine connaissance. C'est pourquoi je suppose que notre ami Erwan a fait recours à sa grand-mère pour faciliter l'apprentissage de sa langue vernaculaire. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, j'étais au Congo pour le travail et j'ai observé évidemment un petit peu cette perdition d'une jeunesse. Alors c'est partout, hein, c'est pas propre à la République du Congo, c'est partout un petit peu sur le continent. Et ça, est-ce que c'est dû effectivement, ma chère Alimatou, à cette perte des valeurs traditionnelles aussi, une jeunesse qui erre un petit peu? On a l'impression, tout à l'heure tu parlais de repères, mais un repère sans père, est-ce que c'est vraiment possible? Un repère sans tradition, est-ce que c'est vraiment possible aussi derrière? Alors, je vais rebondir déjà sur les arguments d'Erwan par rapport à l'éducation. En fait, nous avons remarqué aujourd'hui que l'éducation, ça ne se fait plus avec papa et maman seulement. L'éducation, c'est avec papa, maman et le téléphone. Exactement. Quand je dis le téléphone, je parle des réseaux sociaux, je parle de la télévision, je parle de tout ce qui est extérieur à la famille. Oui, c'est vrai, parce qu'avant, on avait l'éducation de la maison, enfin l'éducation de l'école, et aujourd'hui, on avait l'éducation de la rue aussi, et là, on a l'éducation des réseaux sociaux, effectivement. En fait, nos parents ont tendance à être, disons, très proches de notre génération, donc ils n'ont peut-être pas toutes les connaissances requises qu'il faudrait donner à la nouvelle génération que nous sommes, et il en va de soi d'aller voir les grandes personnes. C'est ça, c'est qui doivent puiser dans la tradition. Comme tu l'as souligné tantôt, comme le disait Ampateba, un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Ouais. Moi, par exemple, j'ai tendance à aller voir l'une de mes grand-mères paternelles quand je suis un peu perdue, quand je n'ai plus vraiment les pieds sur terre. Donc, quand je vais la voir, elle me ramène et je la salue au passage, Mariama Danso, vraiment une dame qui s'y connaît en la matière parce que je suis très fière de mes origines sarahoulais et elle m'appuie par rapport à ça. Donc, elle nous appuie par rapport à la langue, elle nous appuie par rapport à la façon d'être, à la façon de manger, le mode de vie en général. Et je pense que c'est ce dont tout enfant venant de n'importe quelle culture a besoin. Nous avons besoin de repères.
Nous n'avons pas forcément, je ne dis pas que les téléphones ou bien Internet, nous n'en avons pas besoin aujourd'hui parce qu'avec la progression que nous observons, nous en avons forcément besoin pour découvrir le monde extérieur au nôtre. Ouais. Mais le rôle des parents doit être maintenu parce que les parents gèrent le rôle à 90%. La maison gère le rôle à 90% de l'éducation de l'enfant. Et quand l'enfant sort, les 10%, c'est la rue qui doit gérer ça. En tout cas, nous, ici au Sénégal, c'est ce qu'on nous apprend dès le bas âge. La rue nous apprend, la maison aussi nous apprend avant que l'école ne nous apprenne quoi que ce soit. Donc, je pense que le rôle des parents doit être remis à jour, doit être remis en lumière afin que les enfants puissent s'éloigner de cette désobéissance naissante, voire grandissante. Effectivement, il faut aller puiser, nos parents doivent aller puiser dans cette source-là qui est intarissable pour moi de la tradition et tout ça, parce que la tradition, comme vous l'avez souligné, ce sont des valeurs aussi qui viennent régir le bon fonctionnement et l'évolution, comme l'a souligné Alimatou, de l'être humain de façon générale. On parle de la désobéissance, on parle également des risques. Quels peuvent être les risques liés à cette désobéissance-là, en lien avec la tradition, évidemment, mon cher Morel, en ce qui concerne la nouvelle génération? Est-ce que ça veut dire, effectivement, c'est vrai qu'on a parlé de carte d'identité culturelle, c'est assez traditionnel, souligné par, évidemment, Alimatou. Au-delà de cette perte de la carte d'identité, quels peuvent encore être les risques liés à cette désobéissance? Eh bien, Régis, les risques liés à la désobéissance concernant la tradition, ils sont multiples. Mais l'un des plus flagrants et l'un des plus explicites, c'est tout simplement l'isolement social qui découle des tensions intergénérationnelles. Exactement. Ouais. Un jeune, lorsqu'il décide de se déconnecter de la tradition, qu'est-ce qu'on va constater la plupart du temps? Lorsque ses parents sont très traditionnalistes, je vais prendre un cas très simple. C'est-à-dire ici, dans la société qu'est le Sénégal, je vais prendre un sujet qui touche un peu, mais je vais essayer de ne pas m'attarder dessus. C'est le cas du mariage. Lorsque, par exemple, on essaye de marier une fille à un homme qu'elle n'aime pas trop et qu'elle va décider contre l'avis de tout le monde de ne pas s'unir à cet homme-là, de ne pas se marier. On peut constater qu'elle sera très vite bannie de la famille. Alors ça, c'est juste un exemple pour montrer que l'isolement social est tout simplement une conséquence là du fait de refuser d'obéir à la tradition, du fait de refuser de s'imprégner de cette tradition-là. Et ça va même plus loin, parce qu'il y a même des parents qui coupent définitivement les ponts avec les enfants, tant qu'ils estiment que vous n'êtes pas dans la logique de la tradition, pas que le mariage, il y a beaucoup d'autres points aussi où les jeunes sont en désaccord total avec la tradition. D'accord, donc moi, comme conséquence principale que je retiendrai de cette désobéissance-là à la tradition, c'est l'une des plus radicales, qui est le fait de bannir l'individu qui refuse de se conformer à la tradition. Mais c'était même le cas jadis, c'est-à-dire même dans les villages, quand il y avait les conseils des sages, si Alimatou avait fait quelque chose, il y avait le conseil des sages, sous l'arbre à palabre, et puis en général, la sanction ultime, c'était ça en fait, c'est complètement te bannir du village. Vu que tu ne veux pas appliquer nos traditions, tu pars appliquer tes traditions, mais ailleurs. Ouais. C'est un peu ça ce message que ça envoie. Et donc, je suis sûr qu'il y a d'autres conséquences, mais on doit beaucoup faire attention à ce acte-là d'isolement social. Alors, revenons sur le rôle parental, mon cher Erwan, parce qu'on l'a abordé avec toi. Évidemment, on parle du rôle parental. Comment aujourd'hui les parents peuvent, on va dire, peut-être s'adapter ou bien faire une sorte de mise à jour, repartir, puiser dans la tradition pour essayer de s'adapter à l'évolution du monde actuel, mais toujours dans l'optique de transmettre quelque chose à leur progéniture, parce que évidemment quand on est jeune et qu'on n'a pas un héritage culturel, on grandit avec cette absence, avec ce vide, et qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? C'est ce même vide-là qu'on va transmettre à nos enfants. Je prends mon cas, moi quand je suis allé au Congo justement pour le travail, quand je suis arrivé tout de suite, j'ai su la signification de mon nom et d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, je vous épargne la signification parce que la connotation n'est pas très bonne, mais je su ce que ça voulait dire et d'où effectivement ce peuple qui porte le nom Moukila venait. Donc j'ai eu vraiment en fait un retour aux sources, et ça c'est parti d'un questionnement. Est-ce que les jeunes aujourd'hui se questionnent? Ça c'est une question évidemment, mais pour revenir sur le rôle parental, est-ce que les parents ne doivent pas l'épuiser un peu dans la tradition, chercher dans la tradition, et ensuite faire on va dire un mixage de la tradition et du monde d'aujourd'hui pour transmettre au moins quelque chose à la progéniture? Effectivement, on ne peut pas se passer de cette tradition parce que
Au jour d'aujourd'hui, par exemple sur ce plateau, chacun de nous, pour la question de mariage, on va toujours passer par le mariage traditionnel. Ouais. Alors là, je vais m'appesantir sur ça parce que on ne peut pas dire qu'on va faire un mariage civil sans passer par le mariage traditionnel. C'est vrai. Donc, on se rend compte. Et même là, ça pose parfois problème. Effectivement, quand tu sautes cette étape-là, quand tu vas direct au civil, il y a la grand-mère qui te rappelle l'importance. Voilà, donc c'est pour dire que cette tradition-là nous poursuit toujours. Et lorsqu'on a sorti le mot tradition, j'ai bien voulu synthétiser le mot pour ressortir le côté qui est le plus éducatif dans la tradition, qui est la coutume. Exactement. Voilà. Et la coutume, c'est une manière c'est par la coutume qu'on est éduqué. Donc, on ne peut pas être aujourd'hui, par exemple, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on ne peut pas être intellectuel parce qu'aujourd'hui, par exemple, on est plusieurs étudiants, on fait des études, mais ces études ne sont pas sous la base de nos traditions. Exactement. Voilà, ce qui est sous la base de nos traditions, c'est cette coutume-là, cet apport qu'on nous donne dès l'enfance et que nos parents ont reçu aussi avant nous. Donc, on ne peut pas être intellectuel je vais dire ça comment ? Intellectuel dans ce monde sans faire être intellectuel sur le plan sur le plan traditionnel. Voilà, donc le pont qu'il y a entre les deux, comme tu disais, ce serait que la base doit être la coutume et le reste, je pense qu'on le fait déjà, on fait des études, mais la base, ça doit être la coutume. C'est un peu ce lien que nous devons garder entre les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, Alimatou, cette jeunesse est vraiment disposée à repartir aux sources, selon toi ? Alors, avec Internet qui nous captive, avec le téléphone qui nous éloigne, qui était censé nous rapprocher, mais qui nous éloigne. On voit beaucoup de divertissements aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux et un peu partout de façon générale. Est-ce que cette génération-là est disposée à repartir aux sources, à les puiser dans la tradition, dans la coutume, comme l'a souligné également notre ami Erwan, pour se façonner une identité qui soit, on va dire, hybride, traditionnelle mais moderne également? Alors, vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, je vais pas généraliser, je vais prendre juste ce que ce serait méchant de ta part de généraliser, justement. C'est bien de ne pas généraliser. Je vais juste prendre ce que moi je vois dans mon quotidien, c'est-à-dire, je vais parler de la jeunesse sénégalaise avant tout. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, il est trop tard en fait. Il est trop tard parce que les jeunes sont partis mais tellement loin. Est-ce qu'il est possible de les rattraper? Parce que là, depuis petit maintenant, depuis plus de 20 ans, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on regarde à la télé? C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a certaines façons d'être quand on les a. Par exemple, moi j'ai grandi dans un milieu sarholais, mandeng. Donc, on nous apprend plein de choses, mais quand je sors pour aller dans un autre milieu, je vois qu'il y a une grosse différence. Il y a des jeunes, quand tu arrives chez eux et qu'ils te voient en train de manger par terre avec la famille, ils ont tendance à dire, je vais utiliser un mot qu'on utilise en Wolof généralement, on dit tubabe. C'est pas tubabe. Tubabe, ça veut dire que, bon, oui, pour la signification, c'est pas tu te civilisé. comportes comme un occidental, comme un blanc. En fait, tubabe, on a tendance à coller cette étiquette à une personne qu'on dit soi-disant civilisée. Civilisée, pourquoi? Parce qu'on pense que si tu manges avec la fourchette, si tu manges dans ton assiette à toi seul, si tu manges dans ta chambre, toi, tu es civilisé. Les gens qui mangent en communauté, ce ne sont pas des gens civilisés. Elles manquent de manière. Exactement. D'accord. Elles manquent de manière. Et ça, on nous le dit depuis qu'on est jeune. Donc, si en grandissant, on n'essaie pas d'enlever ce qu'on nous a ancré depuis petit, ça va faire des dégâts. Et ça sera indéniable jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants, aux générations futures. Et c'est ce qui me fait encore plus peur, en fait. Parce que c'est ce qu'on t'a appris que tu vas transmettre. Tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'as pas eu. Exactement. Tu ne peux pas faire ce legs. Malheureusement, si on ne nous a pas appris dès le début, si on ne se conscientise pas maintenant,
qu'il faut changer, mais ça sera de mal en pis. Malheureusement, la génération à venir, elle va en souffrir, elle va en pâtir. Nous en souffrons déjà. C'est vrai. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons envie, peut-être moi, j'ai envie de changer cette vision que les autres jeunes de mon âge ont par rapport à l'Occident, par rapport à nos sociétés. Heureusement, il y a certaines personnes, il y a certaines références qui commencent à montrer que nos traditions, c'est d'une beauté qui n'est pas comparable aux autres. Par rapport à notre habillement, par rapport à notre joaillerie, par rapport à nos cultures. Nous avons tendance à voir aujourd'hui qu'il y a certains jeunes qui sortent du lot et qui, heureusement, arrivent à conscientiser les autres par rapport à ce que nous avons. Et ça, on le voit même dans la musique, hein, même dans la musique, dans l'art. On voit effectivement qu'il y a cette beauté africaine, mais toujours en lien avec nos traditions. Et même la mode, tu parlais de l'habillement, la mode va beaucoup puiser dans la tradition. Hein, quand on voit aujourd'hui un petit peu, et on a même une sorte d'appropriation culturelle aujourd'hui, parce que c'est nos amis de l'Occident qui essayent vraiment d'imiter un petit peu ce qui se fait, la tradition modèle, ce qui se fait évidemment sur le continent. Les amis, il y a plein de choses à dire et à redire sur ces thématiques-là. Évidemment, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Exaucé, des personnes à saluer avant de clore cette émission. Ça a été un plaisir de te recevoir. Je rappelle que tu es étudiant dans le domaine de réseau informatique. Ça a été évidemment un plaisir de te recevoir. Des personnes à saluer avant de nous quitter? Effectivement, il y a toujours des gens à saluer. Par rapport au sujet de tradition et désobéissance, c'est un plaisir de saluer tous nos confrères et sœurs de la République du Congo, d'où je viens. Et je suppose lorsqu'ils vont suivre l'émission, ça va vraiment leur servir de leçon pour garder nos valeurs et protéger la coutume qui nous avait été léguée par nos grands-parents. Évidemment. Alimatou, une personne à saluer vite fait avant de clore? Alors, comme toujours, vraiment, je commence par les parents. Je les salue de là où ils sont, de Mbour. Je salue toute la petite famille, tous mes amis de partout du Sénégal et merci beaucoup. D'accord. Erwan? Moi aussi, je vais saluer la famille d'abord, ma mère, mes sœurs et tous ceux qui nous regardent aussi, qui sont très importants sinon. Ouais, les téléspectateurs de Génération News Média. Voilà. D'accord. Donc, bien de choses à vous et merci encore de nous regarder. Morel? D'accord. Moi, je salue comme d'habitude toute la famille aussi et particulièrement mon équipe de NBS Construction. Je vous fais un petit coucou et je vous remercie de nous regarder. D'accord, évidemment, on salue tout le monde et les téléspectateurs de Génération News, de Média TV. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On espère que les arguments apportés par nos invités vous ont en tout cas aidé à voir un peu plus clair sur les thématiques. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques évidemment liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.